par contre, c'est la réduction des goulots d'étranglement de l'offre avec la normalisation quelque part de la chaîne logistique. Et on a également une autre partie qui est extrêmement importante, qui est la dynamisation de l'économie chinoise après les multiples confinements de 2022. C'est ce à quoi on s'attend au niveau de 2023 pour l'économie. Pour l'inflation, c'est un autre son de cloche. Donc, comme je l'ai dit, normalement, les premiers effets des politiques monétaires devraient commencer à se voir à partir de maintenant. En général, ça prend entre 12 et 18 mois pour qu'on puisse commencer à tâter les effets et les impacts réels d'une économie monétaire sur l'économie réelle. Donc, comme je l'ai dit, la Fed a démarré justement en mars 2022 ses premiers tours de vis en termes de restrictions monétaires. Donc, on devrait commencer à voir les effets à partir de maintenant, c'est-à-dire de mars à fin 2023. On a un ralentissement effectivement qu'on devrait commencer à enregistrer au niveau mondial à 6,6% contre 8,8% auparavant, même si ça dépasse très largement les niveaux qui ont été enregistrés avant la pandémie et qui sont davantage autour des 3,5%. On a également un autre point sur lequel il faut mettre le doigt, c'est qu'effectivement l'inflation de façon générale a reculé, mais il y a un autre indicateur qui est l'inflation sous-jacente et qui est l'indicateur le plus important à prendre en considération lorsqu'on essaie d'évoluer les pressions inflationnistes. Parce qu'au final, c'est un indicateur qui en fait, permet justement d'enlever tous les aléas justement de la fluctuation des matières qui sont trop volatiles, par exemple comme le pétrole, etc., mais également tous les produits qui sont subventionnés. Donc, c'est vraiment l'indicateur le plus important à prendre en considération, celui que les banques centrales suivent de façon générale. Cet indicateur, celui de l'inflation sous-jacente, reste quand même toujours élevé, ce qui est un indicateur quand même assez, pas inquiétant, mais c'est un indicateur qui est à noter justement par rapport à l'évolution de l'inflation. Alors, l'évolution des inflations, c'est quoi les freins et les catalyseurs qu'on est censé, justement, sur lesquels on est censé s'attendre au niveau de l'année 2023? On a une forte hausse des prix des services. On a également une pression qui est exacerbée au niveau des coûts à cause de la situation tendue du marché du travail. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une situation tendue du marché du travail? Actuellement, en fait, ce qu'on remarque en particulier aux États-Unis, c'est une situation avec un taux de chômage qui ne baisse pas, qui est actuellement aux alentours de 3, qui n'augmente pas, c'est un taux de chômage qui est aux alentours de 3,6% actuellement aux États-Unis, alors que d'habitude, il est plus aux alentours des 5%, mais c'est également une hausse importante des salaires moyens qui sont de l'ordre de 5% sur un an aux États-Unis. Et toute en fait, cette situation tendue du marché du travail, en fait, finalement, pousse les prix à la hausse. La hausse, c'est ce qui explique en partie justement cette inflation sous-jacente qui reste élevée. On a d'une autre part la baisse des prix internationaux des produits de base, combustibles et hors combustible. Alors pour tout ce qui est en fait produits énergétiques, il y a une explication à cette baisse des prix des hydrocarbures. Quelque part déjà, on a la douceur des températures qu'on a connues au niveau de l'hiver européen, ce qui a permis en fait à l'Europe de ne pas trop ponctionner au niveau de ses stocks d'énergie. Donc quelque part, ça a permis justement d'apaiser un peu les tensions sur le prix du gaz en tout cas. Et c'est un impact d'ailleurs plus limité des mesures qui ont été prises contre les exportations russes, parce qu'au final, les Russes ont réussi quand même à écouler au final leur stock au niveau d'autres régions et à des prix en fait à des prix qui sont bien moindres que ceux qu'on constate au niveau du marché. Et finalement, quelque part d'autre, on a également la stagnation de la demande chinoise en cette année 2022 qui, pour la Chine, contrairement à de nombreux pays, a été caractérisée par de nombreux confinements et par quelque part un ralentissement de l'économie. Alors ça, c'est pour tout ce qui est inflation. Finalement, on a justement cet impact du durcissement des politiques monétaires sur le dynamisme de la demande qu'on attend de voir et qui va devenir de plus en plus palpable dans les mois à venir. Alors par rapport au marché financier, en fait, on s'attend quelque part à une correction généralisée des marchés en 2023. Déjà, on a une grande volatilité des marchés financiers, on a même une hyper-réactivité aux nouvelles économiques de façon générale. On l'a même constaté au Maroc cette dernière année. On a justement un marché qui a fait moins 22%, moins 20%, excusez-moi, alors qu'au final, les sociétés cotées avaient affiché des résultats plus que honorables compte tenu de la situation. En fait, c'est des économies qui, au final, c'est des marchés financiers qui, au final, réagissent aux nouvelles économiques. C'est limite une réaction épidermique
qu'ils ont par rapport aux annonces de sécheresse, à la hausse des taux directeurs, pour notre cas, le projet de loi de finances, etc. Donc vraiment, on a cette décorrélation entre les marchés financiers et au final, les résultats des sociétés cotées. On a également une poursuite du relèvement des taux d'intérêt par les banques centrales, en tout cas par la majorité des banques centrales, qui va induire quelque part une baisse de l'attrait pour les actifs risqués, à savoir l'action et par exemple le pétrole. On a également des valorisations excessives de certains actifs, notamment obligataires, qui au final vont conduire qui conduisent à des moins-values latentes. Et c'est justement un des points en fait, qui a mené à la perte de la Silicon Valley Bank. Ça, on l'abordera un peu plus tard. On a également une augmentation du taux d'endettement ainsi que du coût de financement dû, encore une fois, à ce relèvement des taux d'intérêt qui peuvent au final finir par mettre à défaut certaines sociétés, en tout cas les sociétés les plus fragiles. Et on a une possible nouvelle crise financière mondiale, encore une fois. On en reparle un peu plus tard pour savoir si effectivement c'est un réel risque ou c'est plus une peur infondée. Finalement, en termes de pétrole, on s'attend à une baisse du cours du pétrole qui est estimée plus ou moins à 16% en 2023, puisqu'on a une production record aux États-Unis qui est attendue en 2023. On a une hausse de celle de l'OPEP, plus de 2,3 millions de barils par jour en 2023. On a également un ralentissement de la consommation mondiale de pétrole qui pourrait toutefois être atténué par une hausse de la dynamisation très probable de la consommation chinoise dans l'année à venir. Donc là, rapidement, on a un overview de l'économie mondiale avec tout ce que j'ai rappelé, donc les évolutions de croissance économique, les déficits de compte courant, l'inflation, etc. Donc c'est juste à donner à titre indicatif. Donc on va rentrer encore une fois un peu plus dans le détail au niveau des politiques monétaires étrangères. Alors si je me permets de le rappeler, la semaine dernière, en fait, on a eu la majorité des banques centrales ont tenu leur conseil. On a eu la BCE, on a eu la Fed, on a eu la BOE, on a eu également la Banque populaire de Chine, on a eu Banque Maghreb, on a eu également la Banque suisse. Et au final, à part la Fed, même compte tenu du contexte actuel, elles continuent à resserrer majoritairement leur politique monétaire. Donc, on a une BCE qui a augmenté de 50 points de base justement son taux directeur. On est actuellement sur une fourchette allant de 3 à 3,75%. On a une BOE qui a augmenté de plus de 25 points de base, donc qui a fait passer son taux directeur à 4,25%. La Fed, par contre, elle a pris un autre tournant avec tout ce qui s'est passé justement au niveau du système bancaire. Et on se pose la question si ce n'a pas été en partie créé par cette hausse brutale des taux directeurs, la Réserve fédérale américaine a décidé de ralentir quelque part son rythme de resserrement, on va dire d'avoir une main un peu plus légère, on va dire, sur son tour de vis. Et donc, on est sur une hausse de 25 points de base qui est passée de 4,75 à 5% en termes de taux directeur. Et on s'attend en fait à ce que le taux cible, c'est-à-dire le taux final et le taux terminal attendu, soit plutôt de 5,25%, une dernière hausse de 25 points de base au lieu des 6% prévus initialement. Et en fait, quelque part, on a vu, en fait, on a l'impression justement que la Banque centrale américaine s'est rendu compte que des effets néfastes de ce resserrement trop drastique et de son impact, de son risque potentiel sur la stabilité économique, on l'a vu clairement au niveau de ce mois de mars. Donc finalement, on a également une banque nationale, une banque nationale suisse qui a également augmenté son taux directeur de 50 points de base, et ce après la faillite justement et le rachat de Crédit Suisse. Et encore une fois, on va en parler un peu plus tard. Donc là, on a un tableau récapitulatif des principaux taux directeurs. Donc on a une Chine à 363,65%. Elle, par contre, la banque centrale chinoise, elle, depuis le mois d'août, a décidé de rester sur un statu quo et de stabiliser son taux directeur à 3,65% en décidant en fait de mettre plus l'emphase sur la croissance de l'économie que sur en fait la contenance de l'inflation. Royaume-Uni, comme je l'ai dit, on est sur autour de 4,25% avec une hausse de 25 points de base, BCE 3,75 avec une hausse de 50 points de base, et finalement les États-Unis à 4,75% avec une décision du Conseil qui est partie sur une hausse de 25 points de base. Donc là, rapidement, on va faire un mapping des risques et des opportunités de la croissance économique mondiale en 2023.
Alors, en dehors de tous les points que j'ai abordés, on a des facteurs et des facteurs haussiers et des facteurs baissiers qui pourraient influer sur les 3,6% de croissance auxquels on s'attend pour l'économie mondiale en 2023. En fait, globalement, on le voit clairement, ça tourne autour de 3-4 thématiques. Une première thématique, c'est celle de la Chine. Est-ce qu'au final, on va avoir un rebond vigoureux de l'économie chinoise? Est-ce que justement le déconfinement de l'économie chinoise et la reprise de la consommation des Chinois, de la population de façon générale, va démarrer de façon plus vigoureuse ou pas? Alors, il faut savoir que justement, cette année 2022, on a des ménages chinois qui ont en fait pu énormément épargner et cette épargne va certainement être réinjectée dans l'économie chinoise et de facto en fait dans l'économie mondiale. Ou est-ce que alors on pourra avoir une économie chinoise, dans ce cas-là c'est dans un facteur baissier, qui devrait s'essouffler avec notamment la détérioration de la crise immobilière, ce qui pourrait engendrer une baisse de la demande mondiale, une nouvelle perturbation des chaînes d'approvisionnement et qui dans ce cas-là c'est un facteur baissier. Alors, le deuxième facteur clé, en fait, au niveau de cette année 2023, à justement garder dans les radars, c'est bien sûr l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine, avec la nouvelle flambée des matières premières qui pourrait justement arriver, avec également beaucoup d'instabilité au niveau de l'Europe, au centre, au cœur de l'Europe, avec également de nouveaux embargos. Donc, il y a pas mal de choses qui pourraient être créées si on a une escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine. Et le dernier point, ben, au final, c'est comment ces politiques monétaires, quel est en fait l'impact des politiques monétaires sur cette année 2023? Est-ce que finalement on va avoir une persistance de l'inflation et que ces politiques monétaires ne vont pas réussir à réguler l'inflation comme elle l'aurait voulu et dans ce cas-là on va avoir carrément un désancrage des anticipations d'inflation. Donc au final c'est quoi un désancrage? C'est-à-dire que nos attentes n'ont pas été atteintes et quelque part on va provoquer un resserrement encore plus strict des politiques monétaires et dans ce cas-là engrenage avec une décélération de l'économie encore plus importante et avec au final un risque de rentrer en récession. Ou alors peut-être que d'un autre côté, on va s'attendre à une désinflation plus rapide que prévu et dans ce cas-là, un ralentissement du resserrement monétaire avec une possibilité de croissance plus tranquille et un atterrissage en douceur de l'économie. Et vraiment, ça c'est un point sur lequel j'insiste, c'est ce que toutes les banques centrales veulent, c'est leur objectif crucial et ultime, c'est de faire atterrir en douceur les économies tout en réussissant à gérer l'inflation. Et le dernier point, ben, c'est justement ce point qui est un peu le centre de notre webinaire aujourd'hui, c'est cette nouvelle crise du système financier suite à la faillite de la Silicon Valley Bank, de la Silvergate et de la Signature Bank, puis dans son sillage en Europe de Crédit Suisse. Est-ce que il y aura un effet domino? Quel est le risque de transmission de cette instabilité des marchés financiers vers l'économie réelle qui risque elle-même en fait de créer, d'engendrer une perte d'activité importante et une nette dégradation du marché du travail comme on l'a connu de façon générale au niveau des différentes crises, notamment celle de 2008. Donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et je vais quelque part vous raconter un peu l'histoire de cette faillite qui au final était assez prévisible. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? Première des choses, Covid-19, on a eu un fort engouement pour les valeurs technologiques. Donc, quand on était en période de confinement, tout ce qui était technologique avait le vent en poupe. Au final, la Silicon Valley Bank, il ne faut pas l'oublier, c'est la banque des startups. Donc, comme ces startups avaient énormément de succès, elles ont levé pas mal d'argent et pas mal de liquidités. Au final, où est-ce qu'elles les ont déposées? Elles les ont déposées entre autres chez la Silicon Valley Bank, qui a connu une hausse fulgurante de ses dépôts. Il faut savoir qu'en moins de 2 ans, c'est passé de 102 milliards de dollars à près de 189 milliards de dollars, justement avec cet engouement massif qu'il y a eu pour les startups et pour les levées de fonds. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Excès de liquidité au niveau des dépôts. La Silicon Valley Bank décide de déposer cet argent en bons du Trésor américain qui, à la base, sont normalement les placements les plus sûrs et qui offrent une certaine rentabilité. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? C'est qu'en fait, on a eu un resserrement de la politique monétaire de la Fed et une hausse importante et brutale des taux d'intérêt. Donc, ça a eu un double effet. Et ces doubles effets ont conjugué vers ce qui s'est passé par la suite. C'est que d'un côté, on a eu ces startups qui ont eu de plus en plus de mal à se financer et à avoir des conditions de financement intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'elles sont parties faire? Elles sont parties se servir dans les dépôts.
Et d'un autre côté, on a justement les importants placements massifs que la Silicon Valley Bank a placés, qui ont commencé à se dégrader. Sauf qu'avant, ce n'était uniquement des moins-values latentes, puisque tant que ces placements n'étaient pas vendus, on n'encaissait pas la perte. Mais comme en face, on a les dépôts opposants qui ont commencé à retirer, ben la banque devait pouvoir les servir. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à vendre ses bons du trésor américains et transformer ces moins-values latentes en pertes. Donc, elle a été obligée de liquider une partie de son portefeuille d'obligations et elle a transformé les moins-values latentes en presque 1,8 milliard de dollars de pertes. Donc, à la suite de ça, on a eu une révision à la baisse de l'inflation de la banque et la banque a décidé de procéder à une augmentation de son capital afin justement de renforcer son bilan et de pouvoir continuer son activité. Donc, c'est une augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars qui n'a pas abouti, qu'elle a proposé au niveau de la présentation de ses résultats et qui n'a finalement pas abouti. Et d'un autre côté, elle a également voulu au fait racheter une partie de céder une partie en fait, de ses actions qui étaient détenues sous fonds de portefeuille pour 1,75 milliard de dollars pour enflouer sa trésorerie. Quand ils ont vu ça, les investisseurs ont paniqué. Donc, panique à bord, on a eu un bank run. Ils sont partis retirer de façon extrêmement massive l'argent au niveau de la Silver Valley Bank. Vendredi noir, fermeture de la Silicon Valley Bank par les autorités américaines afin de limiter l'hémorragie. Quelque part après, qu'est-ce qui s'est passé? On a une intervention très rapide des autorités américaines pour éviter l'effet de contagion aux autres, au système bancaire de façon générale. Et donc, justement, les autorités américaines ont assuré les dépôts de la banque garantis dans leur intégralité et non à hauteur des 250 000 dollars par déposant qui était généralement généralement prévu par la loi. Alors, il faut savoir une chose importante par rapport à cette faillite, c'est qu'elle aurait pu être prévue et qu'elle aurait pu être évitée. En fait, depuis justement en fait, la crise de 2008 qui s'est passée aux États-Unis, on a une réglementation qui a été beaucoup plus stricte et qui ont été mises en place pour ne pas revivre la même histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, toutes les banques qui avaient des actifs supérieurs, un bilan d'actifs supérieur à 250 millions de dollars, étaient sous stricte surveillance. Quand Trump est arrivé en 2017, il a changé cette réglementation. Donc, il a fait passer ce seuil de 250 millions de dollars à seulement 50 milliards de dollars. Et par conséquent, une banque comme la Silicon Valley Bank, qui a justement un bilan d'actifs qui était aux alentours de 200 milliards de dollars, elle est passée dans les mailles du filet. Et voilà ce qui s'est passé. La suite, on la connaît. Donc, il y a aussi un autre point important de cette intervention rapide au final des autorités, c'est qu'ils ont mis en place un nouveau programme qui s'appelle le Bank Term Funding Program et qui va permettre aux banques, au final, d'emprunter des fonds en apportant en garantie les obligations qui sont valorisées à leur valeur nominale et non plus à leur valeur de marché. Donc, ça leur permet quelque part de ne pas vendre de façon massive, de ne pas accuser les moins-values latentes directement sur leur portefeuille. Globalement, ce qui s'est passé au niveau justement de la Silicon Valley Bank, pour la Silvergate et la signature, bon, ce n'est pas la même histoire. Eux, par contre, elles étaient plutôt surexposées au niveau des crypto-monnaies et c'est plutôt ça qui a en fait engendré leur perte à ces deux banques en particulier. Alors, question d'après, c'est quel a été l'impact sur le marché européen? Parce qu'au final, les États-Unis, voilà, ils sont bien loin, ils sont assez loin du reste du monde, dans l'Europe qui est plus proche, et on veut savoir justement qu'est-ce qui s'est passé au niveau des marchés européens. Donc, on va partir justement du début, on va partir avec ce qui s'est passé avec le Crédit Suisse, parce qu'au final, c'est le Crédit Suisse qui a enclenché tout cet effet boule de neige au niveau des marchés européens. Donc déjà, première chose, il faut savoir que ce qui s'est passé avec le Crédit Suisse est complètement, pas complètement, mais en grande partie décorrélé de ce qui s'est passé aux États-Unis. En fait, Crédit Suisse est une banque qui était en difficulté déjà depuis plusieurs années et qui a connu déjà plusieurs scandales. Donc, ce n'était pas une banque qui était en bonne situation, c'était déjà quelque part le maillon faible du système bancaire européen. Et en général, en cas de crise, on s'attaque au final toujours au maillon faible. Donc,
C'est une banque qui, déjà au mois de novembre, avait été recapitalisée à hauteur de 1,5 milliard de dollars par la Saudi National Bank, qui était son actionnaire majoritaire à hauteur de 9,5% pour renforcer ses contrats. Donc, ça, c'est déjà un fait à part. Celui d'après, c'est qu'en fait, on a eu un concours de circonstances. Suite à ce qui s'est passé aux États-Unis, on a Bloomberg, justement, qui a interrogé le président de la National Saudi Bank et qui lui a posé une question simple en lui disant: qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comptez réinjecter des fonds au niveau de Crédit Suisse en cas de difficulté? Alors, justement, le président a répondu que non, il ne comptait pas le faire. Mais en fait, c'était plus pour des raisons réglementaires. C'est qu'en fait, ensuite, quand on dépasse les 10% de capital dans une banque, on a certaines contraintes réglementaires que la National Saudi Bank ne voulait pas justement endosser. Donc, au final, réponse négative de la part du président de National Saudi Bank, qui leur a dit non, on n'injectera pas de fonds supplémentaires, mais simplement pour ne pas dépasser ces 10% de contraintes réglementaires. On a également en partie, en parallèle, un autre actionnaire majoritaire de la banque Crédit Suisse, qui est le fonds Harry Associates, qui a annoncé s'être totalement désengagé justement de la Crédit Suisse cette même semaine. Et on a également eu en parallèle la présentation des résultats annuels de la Crédit Suisse qui était absolument catastrophique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu donc, la National Saudi Bank qui ne veut pas justement réinjecter, la sortie de l'actionnaire, de très mauvais résultats. On a eu une perte massive de confiance au niveau des investisseurs qui ont commencé à retirer de façon massive l'argent, mais l'argent justement de la banque Crédit Suisse. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, on était sur une moyenne de 10 milliards de francs suisses de retrait par jour. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était au niveau de mercredi-jeudi. On a eu justement une intervention express des autorités qui ont permis justement à la banque Crédit Suisse d'emprunter un montant de 50 milliards de dollars afin de faire face à leur engagement. Mais il ne faut pas oublier que les 50 milliards de francs suisses dont on vient de parler, c'est uniquement 5 jours de retrait à hauteur de 10 milliards de francs suisses par jour. Donc, c'est clairement, et ça se voyait venir, ce n'était clairement pas suffisant. D'où ce qui s'est passé le week-end, justement, du 17, si je ne me trompe pas, le mariage in extremis forcé de Crédit Suisse avec sa principale rivale qui est USB, à hauteur de 3 milliards de francs suisses, qui était payable en titre USB. Donc, c'est vraiment une forte décote de près de 60% au niveau justement du prix de la banque. Il faut savoir que juste leur siège, ça c'est vraiment un titre indicatif, juste pour voir l'ordre de grandeur, juste leur siège social à Zurich a une valeur de 1,5 milliard de francs suisses. Donc, juste pour expliquer comme quoi ce rachat justement du USB de Crédit Suisse par USB a été fait avec une très forte décote de 60%. Et donc, on a une baisse drastique du Crédit Suisse qui est passé justement, qui a perdu presque 60% en une journée, cette journée noire du lundi 20 mars. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, globalement, juste un petit update par rapport à ces différents éléments. On a le président apparemment de la National Saudi Bank qui a été licencié suite à un peu ce cafouillage, parce qu'au final, ce qui s'est passé avec le Crédit Suisse, c'est, on va dire, un concours de circonstances malheureuses qui, au fait, ont réussi à faire chuter un des grands noms des banques européennes. Et finalement, justement, quelques jours plus tard, on a eu une deuxième banque qui a inquiété quelque part les marchés européens, qui est la Deutsche Bank, et qui cette fois-ci, pour d'autres raisons, en fait, on a une flambée justement des crédits default swap, les CDS qui sont adossés à la Deutsche Bank, qui ont augmenté de plus de 30 points de base. Donc, c'est quoi les CDS? Quelque part, en fait, c'est des assurances pour les obligations en cas de non-paiement d'obligations. Et au final, le CDS, au final, on arrive au final, c'est le niveau de confiance des investisseurs par rapport à la qualité de la signature d'une banque. Donc, au final, quand on voit qu'il y a une flambée de ces CDS, c'est-à-dire une ruée des investisseurs vers ces CDS qui ont augmenté de plus de 30 points de base, il y a une perte de confiance des investisseurs
par rapport à la valeur de l'action même. Et donc, on a eu une Deutsche Bank qui a reculé de moins 8,53% et justement des banques européennes qui ont replongé dans le siège de l'institution allemande. On a eu le Stock Bank Index qui est là pour en attester. Donc, on a eu une baisse de presque de 5% sur ce Stock Bank Index et ça seulement sur la journée du 27 mars. Donc, la question, au final, quelque part, c'est est-ce qu'on peut avoir un risque de contagion? Est-ce qu'effectivement, le système financier européen risque d'être chamboulé et perturbé par ce qui s'est passé, notamment pour la banque Crédit Suisse. Donc, comme on l'a vu pour la banque Crédit Suisse, clairement, c'était pour d'autres raisons. C'était un effet boule de neige, c'était un effet de panique et c'était une banque qui, à la base, n'allait pas bien. Et en général, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a une crise financière, on s'attaque très souvent au maillon faible et le maillon faible du système bancaire européen est justement cette Crédit Suisse. Donc, alors, quelles sont les autres raisons pour lesquelles on considère qu'a priori, l'impact va demeurer limité sur les établissements européens? On a déjà une structure bilancielle des banques européennes qui limite le risque de contagion. Parce qu'on a une part qui est beaucoup plus limitée des titres de créance dans le total bilan. On est sur 12% pour les banques européennes, contre 30% pour les banques américaines, comme la Silicon Valley Bank, comme la Silvergate, etc. On a une croissance beaucoup moins rapide des dépôts en Europe comparativement aux États-Unis. Donc, comme on l'a vu, en fait, la Silicon Valley Bank a été quelque part victime de son succès. Elle a eu énormément de dépôts, elle a décidé de les placer. Et ensuite, on a eu des circonstances qui n'étaient pas à son avantage, qui ont fait que justement ces dépôts placés ont été sous-valorisés, ont connu des pertes par la suite. Là, le troisième point, c'est qu'on a justement la Banque centrale d'Angleterre et la Banque centrale européenne, suite à ce qui s'est passé en 2008, ont appris leurs leçons et ont justement mis en place l'accès à des liquidités en cas de tension pour les banques afin de pouvoir les soutenir en cas de problème. On a également une réduction de la dépendance entre les banques européennes suite, encore une fois, à ce qui s'est passé en 2008 afin de limiter et d'endiguer cet effet domino, justement, ce qui permet de limiter cet effet de contagion. On a également en Europe un durcissement de la réglementation des banques européennes avec l'application des accords Bâle III conclus en 2010, peu de temps après la crise financière, afin de pouvoir en tout cas absorber les effets d'un choc à court terme comme à long terme pour la majorité des banques. Et finalement, encore une fois, on a une réaction démesurée quant à la chute du cours de Crédit Suisse qui a connu une situation délicate depuis plusieurs années et qui n'a encore une fois rien à voir avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc voilà, par rapport à ce risque de contagion par rapport au secteur bancaire européen, je vais laisser la parole à ma collègue Khadija qui va vous parler un peu plus justement du risque de contagion au système bancaire marocain. Est-ce que c'est possible? Donc, merci Dounia. Bonjour tout le monde. Alors justement, pour le cas du Maroc, on estime que le risque de contagion est faible en raison de trois principaux éléments qu'on va détailler au niveau de cette partie. Donc le premier élément concerne la diversification des engagements des banques marocaines, contrairement au portefeuille de la SVB ou de la Silvergate par exemple. Donc comme on peut le voir sur le graphe, la répartition sectorielle des crédits qui sont octroyés par les banques fait ressortir une absence de concentration dans un secteur donné. Donc, à titre d'exemple, le secteur qui draine la plus grande part des engagements, à savoir celui des industries, représente à peine 15,7% du total. Et c'est une diversification qui est également vérifiée chez les trois premières banques marocaines, qui concentrent d'ailleurs 61% des crédits distribués en 2021. Donc, pour Tijari, le secteur prépondérant dans la répartition des engagements présente une part de 11% dans le total, soit un niveau relativement faible. Même chose pour BCP et BOA, donc c'est une part qui se limite à 24% et à 12,7% respectivement. Donc, je vous propose de passer à la deuxième diapositive qui présente l'évolution des ratios réglementaires des banques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur bancaire marocain dispose d'une assise financière solide qui se traduit d'ailleurs par des ratios de solvabilité très confortables, donc avec un niveau de 15,8% pour le ratio de solvabilité global et de 12% pour le Tier 1 en social en 2021. Pareil pour le consolidé, les ratios réglementaires s'établissent à des niveaux largement supérieurs aux minima réglementaires, donc avec un niveau de près de 14% pour le Tier 2 et de 11,2% pour le Tier 1.
Donc, le ratio de liquidité ou LCR constitue aussi un élément très important dans le contexte actuel. Donc, il permet de mesurer la quantité d'actifs liquides et de haute qualité à la disposition des banques pour justement couvrir, en cas de crise, des sorties de trésorerie sur une période d'un mois. Donc, il s'est établi à un niveau de 187% pour le secteur bancaire marocain en 2021, contre un minimum réglementaire de 100%, ce qui dénote de la capacité des banques à faire face à une éventuelle crise. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que les banques doivent respecter en permanence, sur base individuelle et sur base consolidée, un rapport maximum de 20% entre le total des risques qui sont encourus sur un même bénéficiaire et leurs fonds propres nets. Donc, c'est un coefficient qui permet justement d'identifier les sources potentielles de risque de concentration et d'en assurer la mesure, la gestion, le suivi, mais aussi le contrôle. Donc, l'ensemble de ces éléments témoignent de la prudence du processus de gestion des risques qui est imposé aux banques marocaines, qui pourrait justement leur permettre de faire face aux risques de contrepartie, aux risques de marché, aux risques d'intérêt, contrairement à Crédit Suisse, par exemple, qui se retrouve aujourd'hui dans une situation très délicate en raison d'une série de dysfonctionnements qui est liée à une mauvaise gestion des risques. Donc, je poursuis avec la dernière diapositive qui concerne les investissements étrangers. Donc, c'est vrai que la crise de 2008 avait touché le marché marocain en raison principalement d'un désengagement des investisseurs étrangers de leur position spéculative. Par contre, c'est un scénario qui ne devrait pas se reproduire dans la mesure où les investisseurs étrangers sont aujourd'hui peu présents au niveau de notre marché, donc avec une part de 30% en termes de position stratégique dans la CAPI. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe, la part de l'investissement étranger dans la CAPI boursière flottante, donc les positions spéculatives, ressort en baisse à 8% en 2021 contre 9,4% en 2020. Et c'est une part qui reste quand même marginale dans la CAPI globale, donc c'est un niveau de 2%. Et au vu des volumes qui sont échangés aujourd'hui, donc c'est une part qui devrait ressortir en baisse, même en 2022 et en 2023. Donc ça, c'est par rapport à la partie investissement étranger. Sinon, il y a un dernier élément qui peut aussi réduire le risque de contagion au Maroc, c'est le fait que les transactions en monnaie virtuelle soient formellement interdites au Maroc. Donc, c'est un élément qui réduit largement le risque de contagion. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Je redonne la parole à Hicham pour la session questions-réponses. Merci Khadija, merci Dounia pour cet éclairage bien explicite et surtout qui nous rassure. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons ouvrir la séance des questions-réponses. Soyez nombreux, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat mis à votre disposition. Alors, si vous permettez, juste quelques instants, je vais essayer de repérer les questions et de les regrouper. Alors, une toute première question. À votre avis, pourquoi la Fed a pris récemment un tournant dovish? Je pense que la question est pour Dounia. Oui, effectivement. Alors, effectivement, la Fed a pris un tournant dovish, c'est-à-dire un ton beaucoup plus accommodant, pas beaucoup plus, mais plus accommodant en mars 2023. Donc, comme on l'a vu justement, la débâcle des banques américaines a entre autres été provoquée par la hausse brutale des taux directeurs de la Fed, qui d'un côté a dévalorisé les obligations du Trésor et qui a également incité les entreprises à puiser davantage dans leurs dépôts. Donc, ces faillites ont mis en évidence les risques au final potentiels pour la stabilité économique d'un resserrement trop drastique de la politique monétaire, comme elle a été effectuée aux États-Unis. Donc, malgré en fait la ténacité de l'inflation quelque part aux États-Unis, comme on le voit, elle est toujours autour de 8%, la Banque centrale a visiblement décidé d'avoir, comme je l'ai dit, la main un peu plus légère, on va dire,
en termes de resserrement de politique monétaire afin d'espérer un atterrissage davantage en douceur de l'économie et d'éviter quelque part une nouvelle crise financière. Merci Dunia. Malheureusement, tu nous as privés de caméra. Je ne peux pas plus te suivre en live. Alors, une deuxième question. Ne pensez-vous pas que la part importante des bons du Trésor dans le bilan des banques constitue une menace pour le système bancaire marocain? La question est pour Khadija, je pense. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les BDT représentent à peu près, donc je pense, 50% du portefeuille titre des banques marocaines, mais à peine 12 ou 13% de leur total bilan. Donc, c'est une part qui est relativement faible comparativement aux États-Unis, par exemple. Donc, les banques marocaines ne sont pas surexposées à ce type d'actifs. De plus, comme je l'ai dit lors de la présentation, la diversification de leur portefeuille et la réglementation bancaire auxquelles elles sont soumises, donc à savoir BAL, réduisent largement le risque de contagion. Donc, voilà. Alors, Khadija, je pense que tu vas rester avec moi puisque nous avons une question qui peut-être ne concerne pas le sujet, mais, bon, qui est aussi d'actualité. Alors, quel est pour vous l'impact, quel est selon vous l'impact de la hausse des taux de plus 50 points de base au total sur la marge d'intermédiation des banques marocaines et sur le résultat de marché? Alors, par rapport à l'impact de la marge d'intérêt, donc d'ailleurs, on avait fait un webinaire à ce sujet. Donc, l'impact de la hausse du taux directeur sur la marge d'intérêt va différer d'une banque à l'autre. Donc, ça va dépendre de la structure bilancielle de ces banques, donc à savoir la structure des crédits et des dépôts, et surtout la structure des dépôts. Donc, des banques qui ont, par exemple, une part relativement élevée de dépôts rémunérés vont être plus impactées comparativement à des banques qui ont des parts qui sont relativement faibles. Donc, l'impact, justement, dépend de cette structure bilancielle. Donc, ça, c'est par rapport à la marge d'intérêt. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que donc, par rapport à la hausse qui vient d'être annoncée la semaine dernière, c'est une hausse qui a été intégrée dans les budgets des différentes banques. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de crainte par rapport à ce sujet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion, justement, du risque de taux d'intérêt fait partie du métier des banques. Donc, elles ont quand même une gestion ALM qui est assez développée et qui leur permet justement de faire face à cette hausse du taux directeur. Par rapport à la hausse à l'impact de la hausse du taux directeur sur le résultat sur opération de marché, donc c'est un impact qui est négatif sur le court terme en mark-to-market, effectivement, mais qui devrait être lissé sur l'année. Donc, voilà. Merci Khadija. Alors, je vois que nous n'avons plus de questions. Eh bien, mesdames et messieurs, grand merci de nous avoir suivis sur ce webinaire. Vous pouvez retrouver dès demain cette présentation en replay sur notre plateforme internet bmcapitalglobalresearch.com. Sinon, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine rencontre, probablement à l'occasion de la révision de nos prévisions sur les réalisations des sociétés cotées en 2023 et 2024. D'ici là, portez-vous bien et Ramadan Karim.